Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois, oser la différence. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Justine Baudot, Jean-Michel Ognaud et Corinne Ohen. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Justine Baudot, vous êtes permanente à l'ASBL Gratte. On en reparlera au cours de cette émission. Jean-Michel Ognaud, vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Namur. Et Corinne, vous êtes journaliste aux médias catholiques et vous avez à nouveau concocté un film pour nous aborder cette thématique, oser la différence. Mais qu'est-ce que c'est la différence finalement? Oui, j'ai intitulé le reportage Oser la différence, mais j'aurais très bien pu l'intituler Mais quelle différence? Parce qu'en fait, en préparant l'émission et surtout en passant pas mal de temps avec les jeunes que vous allez voir dans le reportage, je me suis rendu compte que la différence que j'avais mise entre les uns et les autres, c'était surtout dans ma tête qu'elle était. Et qu'en passant du temps avec eux sur le terrain, la différence, eux, ils ne la voyaient même pas. C'était des jeunes qui prenaient du bon temps ensemble, qui prenaient des vacances ensemble, et aussi bien pour les jeunes valides ou les jeunes qui ont une petite différence, un petit handicap mental, mais eux se considéraient comme les autres en fait. Donc voilà, mais vous allez voir tout cela dans le reportage qui va suivre, on en reparlera juste après. Les vacances ont commencé, et dans ce coin de Gaume, 15 jeunes ont trouvé un gîte pour quelques jours. Chacun y décompresse à sa manière ou donne un petit coup de main en cuisine. Mais ce sont des vacances peut-être pas tout à fait comme les autres. Car ici, les jeunes ont choisi un séjour proposé par une ASBL encore trop peu connue, Gratte. Le but de Gratte, c'est vraiment de proposer une rencontre, avant tout, entre des personnes qui ont un handicap mental léger et des personnes qui n'ont pas de handicap. On en a tous un, mais... C'est vraiment des vacances entre amis, comme on pourrait le faire avec ses potes. On se lève le matin et on voit ce qu'on a envie de faire. Voilà. Aujourd'hui, on avait envie de buller la matinée, de jouer, de profiter un peu et d'aller plutôt voir les contes l'après-midi. Et c'est ce qu'on a fait. Après avoir bien bullé, départ donc en ce début d'après-midi pour Chigny. Tu veux passer par là ? Chaque année, depuis 26 ans, le petit village donne rendez-vous aux amoureux des contes. Place donc à l'évasion, et ce n'est pas pour déplaire à notre petit groupe. Pourquoi est-ce que tu viens passer tes vacances comme ça ici avec Gratte? Parce que j'aime bien l'ambulance, surtout l'ambulance et surtout s'amuser avec mes copines et voilà. Je m'amuse bien avec des nouvelles têtes que je ne vois pas beaucoup. Je trouve qu'au niveau du groupe, il y a une espèce d'authenticité. Quand les gens viennent à Gratte, il y a moins de peur du qu'en dira-t-on, du paraître, parce que justement la personne qui a un handicap n'a pas cette peur-là. Et donc est un peu désinhibée, ose faire plein de choses. Et donc le groupe a tendance à suivre et à s'ouvrir beaucoup plus facilement. Donc c'est vrai qu'au niveau des ambiances et des dynamiques, moi ça m'apporte énormément de choses. Et j'ai fait, depuis que je suis à Gratte, je ne sais pas combien de personnes j'ai rencontrées, mais j'ai fait des rencontres vraiment, vraiment belles. Et des gens qui resteront amis, je pense, avec moi longtemps en tout cas. Après ce séjour un peu culturel, il est temps de passer à des activités plus sportives. Et même si la météo n'est pas au rendez-vous, rien n'arrêtera ceux qui ont décidé aujourd'hui de prendre la route, direction la Lesse. Les gens à Gratte sont très avenants, donc on n'est pas mal à l'aise vis-à-vis de l'inconnu, vis-à-vis de la personne qu'on ne connaît pas, puisque on est vraiment tout de suite accueillis. Les gens vont directement parler à tout le monde, on se tutoie et il y a vraiment, c'est une franche camaraderie et je crois que c'est ça qui fait la richesse de Gratte. C'est vraiment de pouvoir partager un bon moment ensemble
malgré les différences. Et, ouais, la différence fait en soi la force du projet, je crois. Alors Quentin, le kayak, c'est ton truc? Tout à fait. Moi j'aime bien le sport, donc j'aime bien tout qui est physique parce que bon, on est là pour s'amuser, on est là pour faire des rencontres. Moi j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas, je suis super bien amusé. Le handicap mental, des fois, est difficile à percevoir parce que ça ne se voit pas spécialement physiquement. Et c'est dans la tête, donc on ne comprend pas toujours les réactions. Si c'est vraiment une personne handicapée, on se prend un peu des claques dans la figure de temps en temps, on se repose des questions sur soi. Mais ça fait du bien un peu de se poser et d'être confronté justement à une personne qui a un handicap. Si à Gratte les séjours sont variés, ils ne se ressemblent pas. Celui-ci se passe sous tente dans la région de Warren. Alors que la matinée débute tranquillement avec un petit déjeuner tardif, Pauline, elle, est déjà au travail. C'est en effet une journée spéciale, celle du hike. Et elle s'annonce particulièrement caniculaire. Comme sucre. Mieux manger une banane. Et puis c'est le départ pour une longue randonnée, en 2 groupes. Mais la lecture des cartes ne semble pas aussi évidente que prévu. Au point de départ, en gros. Non, c'est pas le point de départ. Les uns se perdent et font le point au premier village rencontré. Les autres font une pause, là où ils peuvent. Alors Virginie, le hike sous une chaleur pareille, c'est pas une expérience traumatisante? Je ne dirais pas que c'est traumatisant. C'est vrai que ça a été un petit peu dur au départ parce que voilà, c'était quand même des conditions, la chaleur quand même particulièrement élevée. Mais c'était une chouette expérience et effectivement être beaucoup attentif aux autres, faire des pauses souvent, c'était notre but. On a bien réussi notre journée et avec une petite difficulté pour l'un ou l'autre, mais tout le groupe a vraiment motivé et voilà, c'était très chouette. Pourquoi est-ce que tu viens à Gratte spécialement et que tu ne pars pas en vacances ailleurs? Pourquoi venir ici spécialement? Parce que je peux être moi. Je peux être une personne handicapée, affecto-handicapée. Et là, c'est génial. Moi, j'avais jamais passé une semaine avec des personnes handicapées. Et là, je découvre que en fait, c'est des personnes, pour la plupart, tout à fait indépendantes, qui vivent seules ou avec leur famille, ou qui, enfin même, ils m'apprennent plein de trucs que moi, je ne savais pas faire avant. Alors que je m'attendais à ce qu'on doive beaucoup plus s'occuper d'eux, les aider à faire les choses. Mais en fait, non, pas du tout. Enfin, c'est vraiment tout est spontané, tout est naturel. Et donc, c'est chouette, quoi. J'ai failli me mettre en dessous. Vas-y. Pourquoi venir passer des vacances ici avec Gratte? Parce que justement à Gratte, il n'y a pas de différence entre personnes handicapées et personnes valides. Il y a une très bonne mixité et c'est ça qui me plaît dans cette association. Et on fait toujours de chouettes rencontres. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien ici. Alors Virginie, qu'est-ce que ces personnes qui sont moins valides t'apportent à toi? Pour moi, ils m'apportent une autre vision de la vie. Je trouve que nous, en tant que personnes valides, des petites choses, on en fait souvent des montagnes. Et eux, ils prennent ça vraiment à la légèreté. Et ça nous apprend à profiter du moment présent et de se dire qu'en fin de compte, c'est de petites choses pour lesquelles on fait des montagnes et où on râle beaucoup. Ou voilà,
notre société, voilà, on est beaucoup comme ça, en fin de compte, non, c'est pas très important et autant passer par au-dessus et voilà. Justine Podo, vous êtes journaliste d'études et vous avez pourtant choisi comme profession de travailler à l'AS Belgrade comme permanente. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de travailler dans cette ASBL ? Durant mes études, j'ai eu l'occasion de réaliser différents reportages pour lesquels j'avais rencontré pas mal d'associations de terrain. Et voilà, moi je me suis sentie simplement plus proche de cette réalité professionnelle-là. Donc j'avais envie de travailler pour une association avec une chouette cause. Alors pour être honnête, le handicap à la base me faisait peur. Donc on sait bien qu'à l'heure actuelle, trouver du boulot pour les jeunes, c'est pas évident. Et donc j'ai postulé à Grat en ayant quand même pas mal de craintes. Et puis au fur et à mesure, j'ai lu des articles et j'étais de plus en plus convaincue. Et voilà, aujourd'hui, je suis super contente de mon travail. Et je crois que j'ai envie de continuer, en tout cas dans le secteur de la jeunesse et du handicap. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui vous touche dans ces rencontres justement avec ces personnes différentes ? Moi, ce qui me touche, c'est que ce sont souvent des situations déroutantes, un peu bousculantes, des situations où on n'a pas beaucoup d'emprise, de contrôle. Et donc, du coup, les choses sont beaucoup plus, pour ma part, spontanées, naturelles. Et ça fait énormément de bien. Voilà. Vous avez été dérotée, vous, Corinne, en préparant ce reportage à partir à la rencontre de ces personnes handicapées. Est-ce qu'elles vous ont déroutée plusieurs fois ? Mais plusieurs fois, oui. Et elles étaient tellement, comme vous avez dit, spontanées et naturelles qu'on le devenait également. Enfin, moi aussi, j'avais quelques craintes au départ. Je me demandais comment j'allais m'adresser à elles. Est-ce qu'elles allaient comprendre mes questions, etc. Et en fait, oui, elles vous comprennent aussi bien que vous me comprenez. Et quand je leur demandais, mais est-ce que vous vous sentez différente ? La plupart me disaient, mais non, nous sommes différents, mais à peine, on est juste un peu plus lent. Et j'ai trouvé la réponse très très belle. Parce que à plusieurs reprises dans le reportage, on entend nous sommes les personnes valides, les personnes handicapées. C'est un vocabulaire que vous utilisez beaucoup à Grat pour faire cette différenciation ? En interne, oui, parce que c'est sûr que pour les inscriptions, etc., on doit savoir exactement combien de personnes valides on inscrit, combien de personnes handicapées, parce qu'il y a toujours, on essaye de respecter une proportion de 2/3 de personnes dites valides et d'1/3 de personnes handicapées, pour que les loisirs soient les plus légers possibles et que le focus soit réellement sur la rencontre plutôt que sur le handicap. Maintenant, dans l'ambiance, sur le terrain, il n'y a pas de différence personnes handicapées, personnes valides. Et d'ailleurs, souvent, en début de séjour, on en a quelques-uns qui viennent nous trouver en disant j'ai un petit problème, je ne sais pas, cette personne, elle a un handicap, elle n'a pas de handicap. On ne sait pas trop bien qui est qui, mais au final, ce n'est pas l'important. Justement, quand vous élaborez vos équipes, est-ce que vous tenez compte de la réalité de chaque personne pour arriver à un équilibre au sein de ce lieu de vacances ? Oui, ça c'est quand même notre travail. C'est sûr que si on organise un séjour très sportif, on ne va pas inscrire des personnes qui ont des difficultés à marcher, par exemple. Donc, rapport filles-garçons, etc., on essaye d'en tenir compte, oui. La différence, Jean-Michel Lognaud, la différence, je me tourne vers vous maintenant. Comment est-ce que nous pourrions la définir d'un point de vue philosophique ? C'est l'étranger, c'est celui qui me remet en question, c'est celui sur qui je n'ai pas prise, celui qui est à ce point différent, le mot se répète un peu lui-même, qu'il m'échappe en quelque façon. Et du coup, ça a été dit, c'est vrai que le fait de ne pas savoir qui est l'autre, donc il échappe à mes connaissances, ou est-ce que je peux anticiper, prévoir, ça suscite de la crainte, de la peur, et ça peut aller, alors dans des cas extrêmes évidemment, jusqu'à susciter de la violence, donc c'est-à-dire de supprimer celui-là qui me fait peur, tout simplement. Bien sûr. On parle beaucoup aujourd'hui de l'importance de la rencontre dans la différence, de l'altérité, etc. Mais la question, est-ce que l'altérité ne se vit pas finalement que dans une certaine forme de similarité ? Ben oui, et ça on le voit bien, et aussi bien dans le reportage que dans ce qui a déjà été dit. Dans le fond, il n'y a de relation possible que s'il y a du même, que s'il n'y a pas de différence, que si nous avons un langage commun. Et c'est vrai que c'est intéressant d'entendre ici que la mixité fonctionne très bien, donc la mixité entre valides et invalides, ou à un moment donné on ne sait même plus quoi. Et c'est ce qui fait que du coup on est en relation, ça se fait naturellement, spontanément, tandis que si effectivement vous aviez des différences radicales, on part faire une balade, l'autre ne comprendrait pas ce que c'est une balade, il ne saurait peut-être pas marcher, tout deviendrait impossible. C'est parce qu'il y a du commun
que des relations deviennent possibles. Et donc, dans le fond, ce n'est pas tellement, pour reprendre le titre de votre émission, qu'on ose la différence. La véritable question, c'est plutôt de savoir comment dépasser les différences de façon à ce que nous puissions vivre ensemble. La différence en tant que telle, si vous la prenez vraiment rigoureusement, c'est un obstacle à la relation. C'est le fait qu'on peut les dépasser, qu'on peut finalement être comme les autres, on peut avoir quelque chose en commun qui fait qu'on peut vivre ensemble, évidemment. Et l'exemple du reportage l'illustre parfaitement. Vous dites que la différence est un obstacle à la rencontre. Pourtant, pour qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait complémentarité, donc il faut qu'il y ait différence aussi. Oui, mais dans un cadre qui est... Donc effectivement, donc c'est parce que l'autre n'est pas moi que du coup nous pouvons parler, nous pouvons échanger, et nous pouvons, comme on l'a entendu aussi, nous pouvons apprendre de l'autre. Donc parce que moi je ne sais pas tout, l'autre sait des choses que je ne connais pas, ce genre de choses. Mais tout ça se fait toujours, cette différence-là qui nous nourrit, se passe toujours à l'intérieur d'un cadre qui, lui, est un cadre de similitude. C'est parce que nous avons le même langage que, du coup, ce que l'autre sait que je ne sais pas, je vais pouvoir l'apprendre de lui. Mais sans ce langage commun au minimum, au point de départ, la différence elle-même ne serait plus qu'un leurre, ou en tout cas ce serait un obstacle tel que ça deviendrait la guerre, ou ce serait tout simplement l'indifférence à ce moment-là, où on évite l'autre parce qu'on n'a rien à lui dire, parce qu'on ne le comprend pas, et puis c'est tout. Donc c'est toujours parce qu'il y a quelque chose que nous avons en commun, d'abord, donc une non-différence, que du coup nous pouvons alors exprimer éventuellement les différences anecdotiques, ou secondaires, ou accidentelles, dirait-on, qui nous différencient, mais d'abord du commun. C'est parce que nous sommes hommes que du coup, ou êtres humains, que du coup nous pouvons vivre ensemble, évidemment. Est-ce que c'est une expérience que vous retrouvez dans ce que Jean-Michel Oignon vient nous dire? Est-ce que vous l'avez vécu aussi, vous, dans l'approche justement des personnes que vous rencontrez à Gratte, de vous dire il a d'abord fallu chercher ce terrain commun pour être capable de dépasser nos différences? Justine? Moi, je dirais que ce terrain commun, il s'impose à nous parce que c'est le cadre. On est en groupe, c'est un concept de loisir, de voyage. Donc, fatalement, on doit tous mettre la main à la pâte et participer à l'activité. Et donc, on se concentre sur cette activité et c'est ça qui nous rassemble, pour ma part. Corinne, vous-même qui n'étiez pas de ce monde-là, vous avez découvert un nouveau monde. Oui, et en plus, les jeunes, comme vous dites, apprennent justement l'un de l'autre. Et c'est par exemple dans le cadre de l'émotion que les personnes différentes apprenaient le plus et étaient le plus spontanées et apprenaient justement à nous qui étions valides, entre guillemets, à être nous-mêmes aussi. Donc c'est ça aussi qui était intéressant, c'est qu'ils nous révélaient à ce qu'on était vraiment nous-mêmes. Mais de nouveau, donc pour que cet échange puisse avoir lieu sur le plan des émotions, il faut au moins que les émotions s'identifient, que je comprenne l'expression de l'émotion de l'autre, sans quoi je me retrouverais devant des mimiques qui ne me parleraient pas. Donc c'est parce qu'il y a un terrain commun et qui fait notre humanité en réalité, mais qui fait que du coup nous pouvons encore entendre l'autre, le comprendre, même si parfois il y a des difficultés, mais il y a un langage commun que nous partageons sur le plan des émotions, comme le langage verbal ou autre, évidemment. Tout à fait. Et quand les différences nous éloignent tellement l'un de l'autre, comment faire? Soit vous tombez dans l'indifférence, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que l'autre est tellement différent que je n'ai rien à lui dire, je ne comprends rien, et donc je passe mon chemin. Soit vous êtes dans la peur de celui-là que je ne connais pas, qu'est-ce qu'il me veut exactement? C'est la peur du mauvais coup, et donc ce sera la méfiance, voire la violence à son encontre pour supprimer l'ennemi potentiel. Et si on ne rentre pas dans ces deux possibilités, c'est très simple, c'est trop simple à dire, c'est pas facile à faire, mais c'est de vivre avec. Il n'y a pas d'autre solution, ou bien alors vous êtes dans les théories, donc on peut penser tout ce qu'on veut sur l'autre qui est différent, mais réellement, concrètement, par rapport à quelqu'un qui m'échappe entièrement, la seule chose que je peux faire, c'est, et alors là, le titre que vous proposez est juste, oser, c'est oser le risque de rencontrer quelqu'un avec qui, a priori, je n'ai aucun point commun pour voir si quelque chose peut se passer. Et c'est un risque réel. Dans certains cas, ça peut être une mauvaise aventure, effectivement, et dans d'autres cas, c'est la découverte, finalement, de choses que nous avons en commun et que nous pouvons échanger, et à partir de quoi on peut bâtir une nouvelle vie, évidemment. Mais donc, bien souvent, on vous dit, voilà, je croyais que, je pensais que, par exemple ici avec le handicap, et il suffit de vivre avec des personnes en situation de handicap pour se rendre compte que, dans le fond, c'est des peurs qu'on avait, mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que nous pouvons encore vivre ensemble, évidemment. Mais ça, c'est pas une théorie, c'est l'expérience du terrain, à travers des camps, par exemple, ou dans la vie en institution ou ailleurs, qui apprend à découvrir cette réalité basique. Mais ce n'est que l'expérience, moi je pense. Donc pour que ça soit vraiment réel, ce n'est que l'expérience de la vie avec quelqu'un de différent qui permet de dépasser les craintes, les peurs, les différences imaginées et de trouver un terrain commun.
En termes de socialisation, très souvent l'être humain, quand il se socialise, quand il participe à un groupe, etc., il va chercher les différences. Il va chercher les différences et puis à un moment donné, on va avoir même des groupes qui vont s'unir dans la différence, contre la différence. Oui, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Donc, c'est vrai que vous allez avoir des groupes qui vont s'unir d'abord et rechercher chez l'autre la différence. Mais là, me semble-t-il, je vois avec les mots, c'est-à-dire que si on est rigoureux, c'est la différence pittoresque, celle qui m'enrichit, celle que je recherche, c'est-à-dire une différence qui est déjà digérée en quelque façon. C'est-à-dire que l'autre est ce que je pense qu'il est et il doit être celui-là qui m'apportera ce que j'attends de lui. Donc, vous n'êtes pas dans la différence, vous êtes déjà dans la consommation de l'autre ou dans le fait d'avoir réduit l'autre, en tout cas, à ce que l'on veut que l'on soit. Et donc, il ne vous échappe plus. Il est ce qu'on a décidé qu'il devait être. Donc il n'y a plus de différence. Donc dans ce cas-là, c'est une fausse différence. Donc on dira, oui, c'est vrai que l'autre a quelque chose que je n'ai pas, mais c'est une différence qui me convient très bien et que j'intègre parfaitement dans ma vie. Et donc ça devient moi et rien que moi, avec l'autre qui me fait plaisir ou qui... Donc ça, c'est pas une vraie différence. Alors ce qui est vrai aussi dans ce que vous dites, c'est que maintenant, on voit des gens s'unir contre la différence. Ça, c'est tout à fait exact dans toute une série de situations. Et on peut même d'ailleurs se demander si ce n'est pas le seul lien qui est possible dans une société. Donc vous avez des auteurs qui montrent que dans le fond, chacun vit sa vie de son côté. Qu'est-ce qui pourrait bien nous unir? On vous dira, c'est un ennemi commun. C'est un mal qu'on identifie et parce que ce mal nous menace, alors là, tout d'un coup, on se met ensemble et ça y est, on y va et on va attaquer ce mal-là. Donc c'est toujours, c'est souvent, et c'est difficile de trouver des exceptions à cela, c'est souvent le fait d'avoir défini un mal, donc quelque chose de différent qui nous nuit, qui nous fait peur, et ça peut être l'autre ou ça peut être par exemple une maladie ou que sais-je, mais enfin ici on peut imaginer, c'est l'étranger, c'est par exemple les personnes qui viennent chez nous aujourd'hui, qui font peur à une partie de la population, ce sont les autres. Et là, tout d'un coup, vous avez effectivement des groupes qui vont s'identifier, soit pour les accueillir, et donc la cause commune, ça devient de s'opposer à l'exclusion, soit au contraire qu'ils vont s'unir pour essayer de les rejeter, parce qu'ils font peur, et donc voilà, il y a une union, c'est parce que nous sommes contre quelque chose que nous sommes ensemble. Et là, la personne différente, souvent, effectivement, est la cible toute choisie, évidemment, celle qui ne s'intègre pas, celle qui fait peur. Et... On le voit déjà même très tôt dans les salles de classe en primaire, etc., où c'est l'enfant un peu plus gros, celui qui est roux, celui qui va être justement différent du groupe, qui va devenir le bouc émissaire, et il va avoir une unité contre cette personne. Ce qui veut dire, en d'autres termes, si on prolonge l'idée, que contrairement à ce que l'on dit, nous sommes une société qui, soi-disant, fait le culte de la différence. En réalité, nous sommes une société qui a peur de la différence. Prenez le simple critère pour être simple, beauté, jeunesse, santé. Qui reste encore une réalité malgré tout, ce discours, on le subit en permanence. Il est vrai qu'il suffit d'être vieux, d'être malade ou d'être laid. Et c'est vrai que cette différence-là, ces trois différences-là, peuvent faire de votre vie un enfer. Vous n'êtes plus avec les autres, on va rire de vous, on va vous expulser, on va vous rejeter, on va se moquer de vous, dans les écoles comme ailleurs. C'est vrai que nous sommes au contraire dans un culte du même. Il faut qu'on ait des critères identiques aux autres pour vivre ensemble. La différence, dans notre culture à nous en tout cas, est insupportable par définition. Alors ce n'est pas qu'un phénomène de culture. C'est parce que de fait, et ça il faut pouvoir oser le dire, la différence, ceux qui ne sont pas comme nous a priori, ça fait peur, ça dérange, ça nous oblige de ralentir. Vous disiez, je suis plus lent, oui, mais le problème c'est que quand on veut aller vite, quand on est avec une personne handicapée, il faut ralentir, on ne pourra pas faire tout ce qu'on voudrait faire dans la journée, et c'est embêtant. Et le tout, ici, pour aller un peu plus loin, c'est de se demander, mais comment peut-on apprendre à vivre avec d'autres, c'est-à-dire avec cet inconfort de devoir parfois renoncer à faire tout ce qu'on voudrait bien faire, tout ce qu'on aimerait bien faire. Et voilà, comment habiter, comment accepter cet inconfort de la vie ensemble. C'est une fois qu'on a accepté cela qu'alors on peut donner une place aux autres qui nous dérangent. Mais tant qu'on veut vivre la même vie, qu'il faut speeder, qu'on ne veut pas être mis en question, toute la différence qu'on peut rencontrer dans le monde, évidemment, ne sera qu'un obstacle qui dérange, évidemment. Dans les camps que vous organisez, justement, Justine Baudot, à l'SBL Gratte, puisqu'on est au cœur même de la différence, de la rencontre de la différence, est-ce que ces mécanismes de bouc émissaire, etc., se mettent quand même aussi en place dans vos camps, ou bien ça vous paraît complètement étranger, alors qu'on peut, dans d'autres camps de mouvement de jeunesse, on peut le découvrir assez facilement quand on y va? Est-ce que chez vous, parce qu'on est au cœur de la différence, ça ne se vit pas, ou bien même là, même entre gens différents, on va continuer à vivre cette dynamique? Je crois que ça peut arriver. À mon souvenir, je n'ai pas comme ça d'exemple. Donc, je pense que les gens qui viennent évidemment passer des séjours grattes et des activités, ils savent qu'ils vont dans une association où, de principe, on s'ouvre à la différence. Donc, en général,
y a très peu ce genre de situation-là. Maintenant, c'est clair et net qu'il y a des affinités et que parfois il y a un petit peu des effets de clan et des choses comme ça, et qu'entre personnes handicapées aussi, parfois il y a des problèmes de... J'ai pas envie de dire de compatibilité, mais c'est déjà arrivé qu'une personne handicapée ait peur d'une autre personne handicapée parce qu'elle ne comprend pas du tout sa façon d'agir, etc. Mais qui est justement à la rencontre de la différence, à nouveau. Parce que même s'ils sont différents de personnes valides, même chaque être humain est différent. Et pour revenir à votre question, et se construire donc dans le rejet de quelqu'un, vous pourriez avoir dans ces mouvements où on essaye au contraire de montrer qu'on peut vivre avec des personnes handicapées, que les personnes handicapées peuvent vivre avec nous, qu'il y a une relation tout à fait possible, mais vous pourriez avoir finalement des groupes là qui se constituent contre ceux qui ne comprennent pas. Évidemment, et voilà que le bouc émissaire devient tous ceux qui, ne vivant pas ces situations, ne comprenant pas, ayant un fantasme autour de la personne handicapée, deviennent les méchants, ceux qui ne savent pas. Et nous savons, et voilà, et vous retrouveriez là une façon de se distinguer des autres en ayant désigné évidemment les incapables, ceux qui ne savent pas, enfin tous ceux qui finalement font du mal ou ignorent les personnes handicapées. Donc faire attention, vous aurez toujours ce mécanisme pour pouvoir exister. C'est vrai que nous avons besoin de nous distinguer, et souvent de nous distinguer en rabaissant quelqu'un ou en désignant en tout cas un bouc émissaire, comme vous le disiez. Et parfois le bouc émissaire n'est pas toujours là où on le pense, évidemment. Donc faire attention de ne pas tomber dans ces travers-là, mais dans bien des associations que je connais, en tout cas, on n'a pas cette difficulté-là. On comprend que si les personnes n'ont jamais rencontré une personne handicapée, que voulez-vous, forcément qu'elles auront peur ou qu'elles se poseront des questions. Oui, et justement, GRAT propose de faire l'expérience de valide et de moins valide, mais c'est dans le loisir. Il faudrait peut-être aussi faire ce genre d'expérience, peut-être dès qu'on est tout petit ou dans d'autres lieux que le loisir. Tout à fait. Et il y a des écoles qui tentent l'aventure avec certains types de handicap, par exemple, ou donc dans des écoles tout à fait, entre guillemets, normales, eh bien, on essaye d'intégrer des personnes ayant un handicap, par exemple la surdité ou que sais-je, et de façon à ce que, effectivement, les enfants apprennent à vivre avec d'autres enfants et voient que dans le fond, il n'y a pas besoin d'en faire un monde. Ce sont des êtres humains comme les autres qui peuvent apprendre, mais avec des détours qui sont les leurs, évidemment. Mais il y a moyen de vivre ensemble. Donc de fait, c'est tout petit qu'il faut apprendre. Moins on a d'expérience dans le domaine, et plus on fantasme, évidemment, et plus on a peur, et plus alors ça devient difficile. Justine Baudot, en tant que permanente chez GRAT, vous avez suffisamment de bénévoles pour vos camps, ou bien est-ce que vous souhaitez profiter de ce magazine pour lancer un appel? J'en profite, bien évidemment. Non, c'est sûr qu'on a beaucoup de difficultés à trouver des personnes valides, parce qu'on sait bien que le handicap fait peur. Et donc chaque année, c'est vraiment notre défi d'arriver à trouver des personnes pour compléter les séjours. Donc il faut savoir que ce sont des jeunes entre 18 et 35 ans, de tous horizons. Il ne faut vraiment pas avoir de formation en particulier. On peut venir avec ses peurs, ses craintes. On n'attend pas des personnes qu'elles agissent d'une certaine façon. On n'est pas dans un cadre d'assistanat, d'encadrement, de charité. C'est vraiment, on est soi-même et on vient profiter d'une activité de loisir ensemble. C'est tout simple. Et l'adresse de votre site internet s'est affichée pendant que vous parliez. Donc voilà, il suffit simplement de se rendre sur votre site pour pouvoir prendre les premiers contacts. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir pris le temps de nous faire redécouvrir la richesse de nos différences. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il est possible en allant sur notre site www.catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.